Bonjour et bienvenue dans notre émission Eguero, une émission qui est là pour nourrir notre foi. Aujourd'hui, nous recevons le Père David Journeau. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre diocésain, ordonné en 2007. Vous avez été en service dans plusieurs paroisses de notre diocèse, en Mayenne. Et puis, après 11 ans, vous avez décidé de partir en dehors de nos frontières et de devenir ce qu'on appelle un prêtre fidei donum. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un prêtre fidei donum? Oui, alors en France, en Mayenne, on a l'expérience de prêtre fidei donum, puisqu'on accueille depuis de nombreuses années déjà maintenant des prêtres d'Afrique ou des prêtres d'Inde qui viennent pendant quelques années servir notre diocèse. Donc c'est prêtre fidei donum, c'est un échange entre diocèses. C'est des contrats normalement de 3 ans, renouvelables une fois. Donc normalement maximum 6 ans. Après, il y a des ajustements possibles. Et c'est un contrat à 3. L'évêque qui envoie, l'évêque qui reçoit et le prêtre lui-même. D'accord. Et alors vous, comment s'est passé cet appel? Est-ce que c'est, par exemple, vous êtes parti au Cambodge. Est-ce que c'est l'évêque du Cambodge qui a appelé l'évêque de Laval et puis qui a dit, ben, j'aimerais bien recevoir un prêtre parce que notre église en a besoin? Ou est-ce que ça ne s'est pas passé comme ça et c'est vous qui êtes allé voir l'évêque de Laval en disant, je ressens un appel pour aller servir Mm. l'église Mm. à l'étranger? Alors, mon histoire est un peu à part, parce que ma vocation de prêtre est née au Cambodge. Voilà. C'est-à-dire que j'ai été coopérant au Cambodge pendant 2 ans, de décembre 97 à décembre 99, après mes études de commerce. Et puis, alors j'étais un jeune chrétien, voilà, mais quand j'avais été plus jeune enfant, j'avais pensé devenir prêtre, adolescent, pas trop. Et pendant ces 2 années de travail au Cambodge, où j'ai travaillé comme gestionnaire comptable à l'évêché de Phnom Penh, j'ai eu le bonheur de rencontrer des chrétiens du Cambodge qui ont vécu qui ont vécu leur foi à travers un génocide et qui ont gardé leur foi, qui ont été persécutés, etc. Et moi, ça m'a beaucoup interrogé sur ma propre foi. Et c'était quelques mois avant de rentrer en France, à la fin de ma coopération, où vraiment j'ai pu ouvrir mon cœur au Seigneur en lui disant, voilà, dis-moi ce que je dois faire, si tu veux que je sois prêtre, je suis prêt à tout pour toi. Voilà. Et donc, c'est après le Cambodge qu'en rentrant en France, alors j'ai retravaillé un peu, mais en suivant le parcours vocation, et puis en rentrant au séminaire, je suis rentré en France en décembre 1999, et je suis rentré au séminaire en septembre 2001. Donc, quand on rentre au séminaire, on écrit une lettre à notre évêque. On lui demande de pouvoir rentrer au séminaire. Donc, j'avais écrit à Monseigneur Maillard à l'époque. Et dans la lettre, je lui avais écrit si un jour Dieu veut que je sois prêtre, j'aimerais pouvoir rendre à l'Église du Cambodge quelque chose de ce qu'elle m'a donné elle-même. C'est-à-dire que, même si c'est l'Église de Laval qui m'a fait en catholique, si j'ose dire, c'est grâce à l'Église du Cambodge que j'ai découvert ma vocation. Et puis donc, après 10 ans comme prêtre, euh, j'arrivais à la fin de ma mission à l'huisserie, sur la paroisse Saint-Benoît-les-Rivières. Et donc j'avais recontacté Monseigneur Scherrer pour lui dire, voilà Monseigneur, je ne sais pas si vous savez, mais J'avais mis ça dans le contrat. j'avais dit ça à Monseigneur Maillard. Puis donc on a échangé avec Monseigneur Scherrer, et puis parce que je me disais que c'était un peu le dernier, c'était le moment d'y aller. C'était maintenant Voilà, ou j'aurais sinon été ça allait être plus après, difficile. voilà. Là, je vais avoir 50 ans cette année. J'arrivais à l'huisserie, à la fin de ma mission à l'huisserie. S'il m'avait renommé pour 6 ans, parce que je savais que j'allais devoir réapprendre la langue cambodgienne, que j'avais appris d'abord, mais pas assez pour être prêtre. Parce que pour être prêtre, il faut savoir bien lire, il faut savoir bien parler, etc. Donc, on sait bien qu'une langue, plus on est jeune, plus c'est facile de l'apprendre. Donc, voilà. Est-ce que dans votre vocation, vous vous êtes pas posé la question d'être prêtre au Cambodge, vu que vous Mm. aviez ressenti l'appel là-bas? Mm. Si, complètement. Ça fait partie du discernement. C'est-à-dire que quand je suis rentré en France, d'une part, je ne suis pas rentré au séminaire tout de suite. Euh, j'ai repris un boulot en fonction de mes études, etc. Et puis le parcours vocation, j'ai demandé à un prêtre de m'accompagner spirituellement pour voir un petit peu est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que je me suis monté la tête, ou est-ce que je me suis fait des illusions.
Et puis comme en fait, non, ça s'est confirmé. Donc je suis rentré au séminaire. Mais quand je suis rentré au séminaire, les 6 ans de séminaire, ils sont aussi là pour poursuivre le discernement. Hein. Il y a 50% en gros, on dit qu'il y a 50% des candidats qui rentrent en première année au séminaire et qui ne seront pas prêtres, parce qu'il y a 6 ans. Et donc dans les 6 ans, j'ai réfléchi, parce que, voilà, dans ma tête, quand je suis rentré au séminaire, il y avait, est-ce que je veux être prêtre diocésain en Mayenne? Est-ce que je veux être prêtre missionnaire? Effectivement. Je suis très très proche de Thésée, est-ce que je veux être frère de Thésée? Enfin voilà, c'était des questions comme ça qui se posaient à moi. Et petit à petit, au cours des 6 années, les choses se sont se sont totalement précisées. Et je suis allé passer un mois à Thésée, voilà, etc. Et puis, non, finalement, j'ai discerné que c'était bien prêtre diocésain, mais avec, si c'était possible, se donner un peu de temps à l'Église du Cambodge. Et donc en fait, vous êtes parti pour une mission qui à la base était de 3 ans du coup? 3 ans renouvelables une fois, c'était prévu dès le départ. Monseigneur Scherer m'avait dit 6 ans maximum. Il avait planté le décor de on veut bien donner. Ouais. En fait, quand un évêque met à disposition un prêtre diocésain, on comprend aussi du coup la dimension de l'Église universelle, Voilà. où en fait on n'est pas diocèse contre diocèse, mais on est vraiment tous là pour servir l'Église. Ouais. Et on le voit bien d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup, finalement, enfin beaucoup, si on regarde un petit peu, mais j'entends moi régulièrement, ah bah oui, le père Untel, ah bah oui, quand il était plus jeune prêtre, il a passé 3 ans au Burkina, où il a passé, etc. Et finalement, je trouve que c'est intéressant, pas seulement à titre personnel, évidemment, c'est un cheminement personnel, mais pour l'Église que nous servons, que ce soit l'Église catholique en France ou l'Église catholique au Cambodge, hein, c'est la même Église, mais avec des défis, des richesses complètement différentes. Mais on est prêtre pour l'Église, pour un diocèse, mais ouais, je crois que c'est un enrichissement. Après, il ne faut pas chercher, c'est le grand défi, c'est de ne pas être au Cambodge en se disant « Ah tiens, bah, en France on fait comme ça, donc je vais essayer de faire pareil », ou revenu en France, de dire « Ah bah, au Cambodge on faisait comme ça, je vais faire comme ça ». Non, parce que ça apprend d'abord à se mettre, à écouter les gens. Et donc en septembre 2018, vous êtes parti écouter les Cambodgiens. Quel était votre ministère sur place? Vous étiez curé d'une paroisse ou... Alors il se trouve que l'évêque actuel de Phnom Penh, hein, en termes stricts de droit canonique, il est vicaire apostolique, parce que l'Église du Cambodge est un vicariat apostolique, ce n'est pas encore un diocèse indépendant, si on peut dire, ça dépend encore de la congrégation pour l'évangélisation, parce que c'est encore un terrain de mission. Et l'évêque est un Français, hein, un Alsacien, Monseigneur Olivier Schmitter-Hussler. Il se trouve que Monseigneur Olivier Schmitter-Hussler, moi je l'ai accueilli comme jeune prêtre quand j'étais coopérant. C'est-à-dire que ça faisait 1 an que j'étais sur place, et lui, il est arrivé, tout jeune prêtre des missions étrangères de Paris, qui venait de débarquer. Donc, on se connaît bien. Et pendant mes années, entre 2000, après mon retour en France, et puis mon redépart en mission, je suis allé au Cambodge 3-4 fois. Et une dernière fois en 2017, justement pour essayer de poser des jalons. Voilà. Et donc, il m'a confié 2 missions. Une qui est d'être aumônier de la communauté catholique francophone, l'aumônerie francophone de Phnom Penh, pour les chrétiens français, et suisses, belges, etc. Et puis curé de 2 paroisses, juste dans la périphérie de Phnom Penh, de l'autre côté du Mékong. Une paroisse à dominante des personnes d'origine vietnamienne, mais vivant au Cambodge, parfois, ils sont de la 3e génération. Et puis une paroisse plutôt à dominante vraiment khmer. Au Cambodge, il y a plusieurs groupes ethniques, donc les 80% sont des Khmers. Et puis il y a d'autres minorités, mais notamment des minorités vietnamiennes. Et chez les Khmers, enfin au Cambodge, l'Église catholique, c'est 0,1% de la population. Et au Vietnam, c'est 10% de la population. Et il se trouve qu'on a un certain nombre de Vietnamiens qui ont émigré au Cambodge et qui sont des catholiques. Donc c'est un fait un petit peu marquant de l'Église du Cambodge, c'est que finalement dans l'Église catholique au Cambodge, il y a plus de chrétiens d'origine vietnamienne que de chrétiens d'origine khmer,
Mais moi, mes jeunes Vietnamiens, entre guillemets, que j'avais dans mes paroisses, c'est leurs grands-parents qui sont venus au Cambodge. Donc Oui. eux, ils sont nés au Cambodge et ils parlent cambodgien, enfin voilà. Mais il reste une façon de vivre sa foi qui est un peu différente. Donc eh ben, toutes les semaines, je passais 2 jours sur une paroisse dans le centre de Phnom Penh pour m'occuper notamment des francophones. Et puis le reste de la semaine, je traversais le Mékong pour aller dans l'autre presbytère pour m'occuper des 2 paroisses qui étaient à un quart d'heure de route l'une de l'autre, quoi. Alors, quelles sont les réalités des paroisses? Est-ce que nous, en Mayenne, on est un territoire rural où en fait, souvent, les curés sont quand même avec des paroisses où il y a plusieurs clochers? Est-ce que là-bas, ce sont les mêmes réalités? Est-ce qu'il y a... Enfin, comment le patrimoine de l'Église existe sur le territoire? Ouais. Alors, c'est très différent. Très différent parce que là, par exemple, j'ai passé 5 ans au Cambodge. Pendant ces 5 années, je pense que l'évêque a dû consacrer au moins 6 églises neuves. D'accord. Ce que beaucoup d'évêques français ne feront jamais de leur vie, consacrer une nouvelle église. Parce qu'on est au Cambodge et on est dans une phase d'augmentation quand même du nombre de catholiques et de structuration. Ce qui est très compliqué, c'est que les communautés chrétiennes sont toutes petites et parfois très écartées les unes des autres. J'avais des confrères prêtres qui, le dimanche, disent une messe ou 2 le matin et doivent faire une centaine de kilomètres pour aller dire une deuxième messe le dimanche après-midi. Moi, j'avais pas cette contrainte-là. Mais les 2 églises, par exemple, cambodgiennes, j'avais une paroisse, mais qui comptait 3 églises. Donc 2 églises principales, où je célébrais tous les dimanches, et une église un peu plus secondaire, où je célébrais une fois par mois, mais qui sont vraiment pas loin les unes des autres. La plus vieille de ces églises, elle date de 1990, voilà, D'accord. c'est la plus vieille. La deuxième, 2006, et la dernière, 2012. D'accord. Donc, non, pardon, 2016. Donc, quand je suis arrivé, elle était quasiment neuve, neuve. quoi. Et donc, voilà, quand nous, on leur explique, des fois, je partageais avec les Cambodgiens, je disais, ouais, en Mayenne, l'église Saint-Jean à Château-Gontier, la crypte, elle est du Xe siècle. Donc, c'est des schémas pour eux complètement différents. Alors, par contre, quand on leur dit, vous voyez, Notre-Dame de Paris, parce que quand Notre-Dame de Paris a brûlé, forcément, ils en ont entendu parler. Notre-Dame de Paris, on l'a construite en même temps que les Khmers construisaient Angkor Wat, donc le plus gros des temples d'Angkor. Donc ça, là, du coup, ils voient bien. Ouais. Mais Angkor Wat est plus haut que Notre-Dame de Paris. Et alors justement, comment les catholiques du Cambodge arrivent à allier ces 2 cultures en fait? Ouais. C'est bien de parler de 2 cultures, effectivement, mais c'est un défi permanent. C'est-à-dire que le Cambodge est un pays à 90% bouddhiste. Le bouddhisme est religion d'État au Cambodge, avec à sa tête le roi, qui est chef de la religion aussi. Et puis il y a 2 grands ordres bouddhiques monastiques. Dans le bouddhisme, il n'y a pas l'équivalent du prêtre diocésain. Le clergé bouddhiste, et forcément, ce sont des moines qui vivent dans un monastère. C'est comme si nous, on n'avait que des bénédictins, des franciscains, etc. Et voilà. Mais pour avoir une idée, moi, quand j'allais de l'une de mes églises à la deuxième, je passais devant 5 monastères bouddhistes. Et donc, un monastère, c'est 80 moines ou 100 moines. Donc, il y a une... Et puis, toute la vie sociale et culturelle, elle est structurée par le bouddhisme. Toutes les fêtes sont bouddhistes, etc. Et donc, pour qu'un Cambodgien décide de se convertir au catholicisme, c'est pas seulement une question de religion, mais c'est comme s'il il devait prendre une certaine distance avec la vie de tous les jours. Ouais. Ce qui fait que la mission au Cambodge, les missionnaires ont toujours dit que la mission au Cambodge est très dure. On fait très peu de conversions. Ça fait 500 ans qu'il y a des missionnaires qui vont au Cambodge, avec des hauts et des bas, etc. Et on reste juste 0,1% de la population qui est devenue catholique. Alors,
quand je vois, là, je suis rentré 1 an plus tôt que prévu de ma mission, mais cette année, l'année 2023, pardon, j'ai fait 14 entrées en catéchuménat d'adultes. Donc mon successeur, à Pâques 2024, aura 14 baptêmes d'adultes. Je crois que c'est un beau cadeau que je lui laisse. Mais j'y suis pour rien, c'est-à-dire que c'est les gens qui se présentent. Mais par exemple, sur ces 14 baptêmes d'adultes qui vont être à faire, je crois qu'il y en a seulement 2 qui sont des bouddhistes qui ont demandé de devenir chrétiens, je veux dire tout seuls. Les autres, ce sont en fait des conjoints de catholiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui, évidemment, quand on est 0,1%, la plupart des mariages, il y a un catholique avec un bouddhiste, parce que voilà, on ne va pas faire que se marier entre nous, c'est pas possible. Donc, c'est des gens qui ont épousé un ou une catholique, donc on fait une préparation au mariage, ils ont lu le mariage catholique, qui ont eu des enfants, qu'ils ont fait baptiser, souvent, voilà, et puis qui, au bout d'un moment, eux, se disent, bah oui, en fait, ils ont rencontré le Christ à travers leur conjoint, d'une certaine façon. Et ça, c'est très beau, mais voilà, c'est là, pour moi en tout cas, ce que moi j'ai expérimenté dans des conversions, c'est ce chemin-là le plus nombreux. Et alors, vous disiez que d'une église à l'autre, vous traversiez vous passiez devant 5 monastères où il y avait 80 moines. Nous, c'est vrai que des monastères où aujourd'hui il y a 80 moines, on aimerait qu'il y en ait autant. Est-ce qu'on peut dire qu'au Cambodge, la part de la vie spirituelle des personnes est beaucoup plus développée que nous, ce qu'on peut vivre en Europe? Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, quand on échange sur les réalités chrétiennes d'un pays ou de l'autre, parfois je leur expliquais, vous savez, il y a des gens, des catholiques, ils font leur caté, font leur première communion, et puis des fois ils ne reviennent plus, des fois on les revoit, ils viennent demander le mariage, et puis quand ils meurent, il y a une sépulture, mais entre les deux, ils ne fréquentent pas beaucoup l'église. Là, ça, ils ne comprennent absolument pas. C'est-à-dire que pour eux, si j'aime une religion, quelle qu'elle soit, donc Cambodge, je disais 90% bouddhistes, 9% musulmans, et puis 1% de autres, et dans ce 1%, il y a les catholiques. Il y a des protestants, etc. Il y a des religions aussi encore, des religions animistes, dans certains groupes ethniques minoritaires qui ont leur propre religion, les esprits, des arbres, etc. Mais si j'ai une religion, je la pratique. Et donc, je suis musulman, je vais à la mosquée, je suis bouddhiste, je vais à la pagode, je suis chrétien, je vais à l'église. Là, le concept croyant non pratiquant, pour eux, ils ne comprennent pas du tout. Et de fait, les Cambodgiens et les Vietnamiens sont des personnes pour qui la vie spirituelle est quotidienne, est très présente. Donc, dans une communauté paroissiale, quasiment, on est à 80 ou 90% de taux de pratique dominicale. Ouais, dans le village, il y a tant de catholiques, et c'est à peu près ce qu'on retrouve tous les dimanches à la messe. La messe en semaine, moi je célébrais la messe en semaine devant 50 personnes. Entre 30 et 50 personnes tous les jours. Donc, pour une communauté de... Enfin, la paroisse était... 200, là où je résidais, donc oui, c'est ça, oui. Et alors, du coup, on peut comprendre qu'il y a un fort désir des pratiquants sur place. Quel a été l'accueil envers vous? Parce que, du coup, s'il y a un fort désir, on est forcément heureux d'avoir un prêtre. Et en même temps, un prêtre français, c'est une autre culture et tout ça. Est-ce qu'eux, ils voient ça comme un prêtre Fidei, pour eux, c'est un cadeau, ou est-ce que c'est normal, il y a aussi des difficultés à vous accueillir? Alors, il se trouve que, en fait, la situation de l'église du Cambodge fait qu'ils sont c'est l'inverse presque. Avoir un prêtre cambodgien, c'est bizarre. Ouais. C'est-à-dire qu'il doit y avoir au Cambodge actuellement à peu près, sur l'ensemble du pays, donc il y a 3 diocèses, 80 prêtres, je pense, quelque chose comme ça. Et sur les 80, il y a 13 prêtres cambodgiens. D'accord. Seulement. Dont 3 qui ont été ordonnés au mois de septembre. Donc, et donc l'un de ces 3-là va, depuis le 1er janvier, être en ministère sur mon ancienne paroisse. D'accord. Donc c'est très bien parce qu'il est d'origine vietnamienne, donc il parle les 2 langues parfaitement. Et donc parce que dans ma paroisse, j'avais des personnes âgées vietnamiennes qui ne parlaient pas bien le khmer. Et
pour un prêtre, c'est quand même, on expérimente ce fait, c'est de confesser des gens. Ils viennent se confesser, ils me parlent que en vietnamien, donc je comprends pas un mot de ce qu'ils me disent, mais je leur donne l'absolution quand même. Je fais confiance au Seigneur, mais on n'a pas le choix. Oui. On n'a pas le choix. Si moi je les confesse pas, ils ont personne. Et donc ils préfèrent venir se confesser en vietnamien parce que c'est la seule langue qu'ils maîtrisent. Et bon, la limite c'est qu'on peut pas leur donner de conseils parce que normalement dans la confession, mais bon. Donc mon prédécesseur était un Argentin. Et mon prédécesseur était le premier à résider sur cette paroisse-là. Jusque-là, il n'avait toujours eu que des prêtres qui venaient d'ailleurs, que le dimanche pour dire la messe. Voilà. Alors, ce qui est très fort aussi dans ces communautés, c'est qu'on a dans beaucoup de paroisses, on a des religieuses. Moi, j'ai eu la joie de collaborer avec des religieuses dans une communauté qui était présente avant que j'arrive, donc des religieuses d'origine vietnamienne qui servent pour le caté, etc. Puisque les tout petits, là je les veille à la fois, quoi. En fait, à la maison, tout le monde parle vietnamien. Ils ne commencent à parler cambodgien que quand ils rentrent à l'équivalent de la maternelle, le CP. Donc moi, je n'avais pas accès aux enfants parce que je ne pouvais pas parler leur langue. Donc on commence l'éveil à la fois en vietnamien, puis au fur et à mesure qu'ils apprennent le khmer, on continue en khmer. Mais sans les religieuses, moi, j'aurais rien pu faire, quoi. Et puis sur la deuxième paroisse, j'ai eu la joie d'accueillir une nouvelle communauté qui s'est installée, puisque c'est une paroisse où il y a une école des frères des écoles chrétiennes, les frères de la Salle, qui eux sont là depuis une bonne dizaine d'années. Et 3 religieuses des sœurs de la Salle sont venues s'installer sur la paroisse, acheter une maison et vraiment créer une petite communauté. On a fait une procession pour leur emmener le Saint-Sacrement dans leur oratoire. Enfin, et j'en suis très heureux parce que la présence des religieuses qui vivent au milieu du village, enfin, c'est vraiment autre chose que c'est un témoignage aussi. Voilà, c'est autre chose que le prêtre, quoi. Notamment, on voit bien, c'est un pays où la condition féminine et l'égalité homme-femme, c'est pas encore tout à fait ça. C'est un peu paradoxal parce que souvent dans un couple marié, c'est madame qui tient les comptes. C'est-à-dire que si monsieur a un travail à l'extérieur, il va donner son salaire à sa femme et sa femme va lui donner son argent de poche. Mais si moi, par exemple, j'étais invité à manger dans une famille, à table, j'avais monsieur et moi tout seul. Et madame nous servait. Jamais, une des premières fois, j'ai voulu dire à la dame, venez vous asseoir avec nous, venez manger avec nous. Et j'ai vu que j'avais fait une bêtise. C'est un peu comme ça. Et donc, voilà, la condition féminine. Et donc, que des religieuses s'installent dans cette paroisse et dans cette communauté, pour les jeunes filles, c'est extrêmement important. Je voyais une jeune fille qui avait des problèmes de santé, jamais elle serait venue m'en parler à moi, qui suis un homme. Parce que voilà. Et donc, quand les religieuses sont arrivées, enfin, je leur ai dit, j'ai dit aux sœurs, j'ai dit, il y a cette jeune, je pense qu'elle a un problème, essayez de voir avec elle comment on pourrait l'aider. Et ça s'est résolu en quelques mois. Elle avait deux problèmes de santé qu'on a pu financer pour qu'elle guérisse, quoi. Mais voilà, il y a une complémentarité qui est vraiment belle. Donc là, vous nous parlez de la condition féminine qui vous a marqué. Est-ce qu'il y a d'autres différences avec ce qu'on peut vivre en France qui vous a marqué aussi et qui... C'était quand je suis arrivé, j'ai repris des cours pour réapprendre le cambodgien. Parce que comme quand j'étais coopérant, j'avais appris surtout à le parler, mais je savais pas vraiment lire et écrire. Je sais toujours pas vraiment écrire, donc j'ai besoin des outils informatiques pour m'aider. Mais suffisamment pour... Je crois que je suis reparti avec un niveau de langue qui est à peu près un niveau 6e, quoi. Voilà. Mais, et donc, ce qui était intéressant, c'est que j'avais 2 professeurs de khmer. Un homme d'une 60aine d'années, qui est son métier principal, il est prof de français, un Cambodgien qui est prof de français dans un lycée. Et puis ma deuxième professeure, qui était une jeune diplômée de l'Université de langues étrangères, qui ne parlait pas français, mais qui parlait anglais, 24 ou 25 ans, et qui était très intéressée pour découvrir la France, quoi. Donc dans nos conversations, voilà, et pendant que j'apprenais le khmer, il y a eu toute la phase des gilets jaunes en France. Oui. Et donc elle voyait ça, et donc pour des Cambodgiens, voir les Français qui manifestent, elle ne comprenait pas.
Et elle me posait des questions sur pourquoi ils manifestent, c'est quoi la situation, le droit du travail en France, est-ce que combien ils gagnent les gens, etc. Elle voulait comprendre, quoi. Et elle comprenait absolument. Plus je lui expliquais, moins elle comprenait. C'est-à-dire que le fait qu'en France, il y a un SMIC. Ouais. En Cambodge, il n'y a pas. Il y a un salaire minimum qui a été fixé dans la branche du textile. Parce que le textile au Cambodge, les usines de textile au Cambodge, c'est une des principales industries, travaillent beaucoup pour des marques occidentales, en fait. Hein. C'est de la sous-traitance. Si vous regardez vos fringues, il peut y avoir ou de vos chaussures Nike, par exemple, il peut y avoir du Made in Cambodia. Donc là, il y a un salaire minimum qui est fixé, qui est à 200 et quelques dollars par mois pour une ouvrière. Est-ce qu'il y a un salaire qui permet de vivre ou qui est quand même Qui est limite, ouais. qui est vraiment bas. Surtout pour vivre autour de Phnom Penh. À la campagne, ça pourrait aller, mais là... bon. Et puis, c'est pas 35 heures, hein, c'est 48 heures par semaine, avec 4 jours de repos par mois seulement. Pas de sécurité sociale, donc que ce soit assurance maladie, assurance chômage, retraite, rien. Les fonctionnaires ont quelque chose, mais pas le privé. Et puis l'accès aux soins est donc extrêmement compliqué. Si vous avez la nationalité cambodgienne et que vous êtes pauvre, vous pouvez avoir accès à une carte qui vous permet d'être soigné gratuitement dans les hôpitaux publics. Mais comme l'essentiel de mes paroissiens sont des clandestins de la 2e ou de la 3e génération, c'est-à-dire qu'ils sont d'origine vietnamienne, ils sont arrivés là, ils n'ont pas de papier, et quand vous n'avez pas de papier, vous n'allez pas à la mairie déclarer la naissance de votre enfant. Et donc, moi j'avais des jeunes de 15 ans, leurs parents sont sans papier, leurs grands-parents sont sans papier. Donc, évidemment, ils n'ont accès à rien. Ce qui fait que, vous voyez, vous arrivez avec un petit boulot à gagner 150, 200, 300 dollars par mois. Pour vous donner un exemple, moi j'ai attrapé la dengue quand j'étais au Cambodge, donc une fièvre qui se transmet par les moustiques, un peu comme le palu. L'avantage c'est qu'après, une fois... C'est une fois. Voilà, on ne fait pas de crise après. Mais j'ai quand même dû être hospitalisé parce que la dengue détruit les plaquettes dans le sang. Donc j'étais très affaibli. 3 jours de clinique, de nuit, 700 dollars. Donc quand vous gagnez 200 dollars par mois, vous voyez bien. Et quand je leur expliquais que nous en France, même si on est pauvre, on peut aller à l'hôpital et on nous soigne, quoi. Non, là, au Cambodge, quand vous arrivez à l'hôpital, même aux urgences, on vous demande d'abord quels moyens vous avez pour vous soigner. Si vous ne pouvez pas payer, on ne vous soigne pas. Donc voilà, ça pour moi c'est le principal, le rapport à l'État. Je le remarque beaucoup depuis que je suis rentré. En France, quand il y a un problème, c'est que fait l'État. Ouais. Et on a un problème, on va faire une loi. Au Cambodge, j'ai un problème, je me débrouille tout seul, quoi. Parce que de toute façon, je sais que l'État ne fera rien pour moi. Personne d'autre. Enfin, il n'y a aucune autorité qui va m'aider. Donc, ce qui fait qu'au sein de l'Église, on a une part importante qui est vouée à la charité. Ouais. Hein. Nos salariés, déjà, les salariés de l'Église, on leur paye leurs frais médicaux. Ça fait partie du contrat de travail. Mais parce qu'on le veut bien. C'est-à-dire qu'aucune loi ne nous y oblige. Oui. Parce que voilà. Et puis, un jour, il y a une jeune femme qui vient me voir, une trentaine d'années, en pleurs. Mon mari est en train de mourir. Et elle m'amène les radios, les résultats d'analyse médicale, tout. Alors, il y a une chance, c'est qu'au Cambodge, les études de médecine se font soit en anglais, soit en français. Et donc, en fait, je comprenais mieux la pathologie de son mari qu'elle. Oui. En fait, il avait un ulcère à l'estomac. Un ulcère à l'estomac en France, c'est pas agréable, mais c'est pas mortel. Au Cambodge, quand vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, c'est mortel. Et donc, il y avait une facture il fallait que je lui... Voilà. Donc, je l'ai aidé financièrement, j'ai dû lui donner 5 ou 600 dollars. Qui font partie des budgets de charité de la paroisse, quoi. Et ils sont venus me voir 3 mois après avec une corbeille de fruits en me disant vous m'avez sauvé la vie, quoi. Je l'ai aidé à soigner son ulcère et je lui ai sauvé la vie. Enfin, on n'est pas dans les mêmes réalités. Pas du tout. Et alors, est-ce que vous, du coup, ça a changé votre vision là maintenant que vous arrivez en France? Est-ce qu'il y a des choses qui vous qui vous choquent?
je ne sais plus quel était un écrivain qui avait dit que les Français sont des personnes qui vivent au paradis tout en étant persuadés qu'ils habitent en enfer. Et c'est un peu ça, quoi. Il faut que je me retienne de ne pas toujours faire des remarques, Oui. mais combien de fois j'entends des gens se plaindre et objectivement, ils ont le droit de se plaindre. Enfin, on a toujours le droit on a le droit d'être mal, on a le droit de ressentir ce qu'on ressent. C'est pas il n'y a pas de. On a le droit de reconnaître aussi la chance que l'on a. Mais voilà, c'est-à-dire que quand on a vu un petit peu autre chose, on se dit, bon, on se tait. Le plus souvent, je me tais, moi, maintenant. Mais je me souviens que Monseigneur Maillard, quand j'étais revenu de coopération, il m'avait reçu, on avait parlé beaucoup, et puis donc c'était le moment où je rentrais au séminaire, etc. Et il y avait une journée diocésaine des missions. Et dans son homélie, Monseigneur Maillard avait dit ne serait-ce pas une utopie bien raisonnable que tout jeune Français, avant de rentrer dans la vie active, aille passer quelques années dans un pays en voie de développement, etc. Et parce que je n'étais pas le seul, il avait aussi rencontré d'autres, pour qui la confrontation avec la vie concrète et réelle dans un pays en voie de développement permet de... Oh là, attention, enfin oui, quelle chance j'ai. Enfin, moi, je suis issu d'une famille relativement modeste, petit commerçant dans un village rural. J'ai pu avoir accès à une éducation jusqu'au bac plus 5, et voilà. Au Cambodge, si vous n'avez pas de papier, vous ne pouvez pas aller au-delà du CM2. Donc, j'ai plein de mes paroissiens qui arrêtaient l'école en CM2, donc à 12 ans, enfin voilà, et qui donc à 13-14 ans travaillaient. Ce qui fait que j'avais des jeunes de 17-18 ans qui venaient me voir pour demander à se préparer au mariage. Parce qu'ils bossaient depuis 4-5 ans. Donc en fait, c'est l'enfance, l'adolescence est complètement rétrécie. Et ils rentrent très tôt, bien obligés, dans la vie active. Et voilà. Enfin. Et le travail pour eux, c'est une chance ou c'est ce qui les emprisonne? Il y a les deux. C'est-à-dire que l'Église, moi tous les mois, je versais une sorte de bourse à une vingtaine de jeunes sur mes 2 paroisses, sur les paroisses dont je m'occupais, pour les aider à aller... les bourses, on commence à les verser à partir du lycée, l'équivalent du lycée, donc pour des lycéens et étudiants, pour permettre à des jeunes pauvres d'avoir accès à l'éducation. Donc là, c'est des jeunes qui ont leur papier. Oui, bah oui. De toute façon, on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Oui. Et donc, voilà, je vois, j'ai un jeune que j'ai aidé, vraiment une famille très très modeste, pour ne pas dire vraiment pauvre. On a financé ses études et maintenant il est prof. Enfin, il a fait un bac plus 3 ou 4. Et maintenant il est prof. Il a été embauché d'abord dans une première école. Puis là, les frères de la salle l'ont recruté pour travailler dans leur établissement. Alors comme il est chrétien, il en est très content de pouvoir travailler dans une école catholique. Mais on ne l'aurait pas aidé, il n'y avait aucun moyen qu'il puisse... Et c'est là que c'est aberrant, c'est-à-dire que c'est un pays qui manque de tout, notamment en ressources, qui manque de médecins, qui manque de... Et dans tous les champs du médical, médecine générale, ophtalmo, dentiste, psychiatre, psychologue, enfin il y a un manque criant. Et les études de médecine coûtent une fortune. Ce qui fait que des jeunes qui auraient les capacités à le faire, mais qui sont trop pauvres, ne peuvent pas. Et donc au lieu de rendre gratuit l'accès aux études de médecine pour pouvoir faire naître une nouvelle génération de médecins, non. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un État qui ne cherche pas trop à ce que son peuple se développe pour que les familles qui sont au pouvoir continuent à garder le pouvoir. Et alors l'Église, dans tout ça, vous disiez, elle a une part de charité. Donc on essaye de pousser dans nos paroisses, et même, il y a des jeunes qu'on aide qui ne sont pas catholiques d'ailleurs, mais de voir si des jeunes ont vraiment le potentiel, d'essayer de leur permettre d'aller le plus loin qu'ils peuvent, le plus loin qu'ils aient envie, pour avoir un travail et accéder à un peu l'ascenseur social d'une certaine façon. Après, moi j'admire ça des Cambodgiens, puisque, alors, contraint et forcé, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas de minimum sociaux, il n'y a rien. Donc si vous ne bossez pas, vous ne mangez pas. Donc ils se lèvent le matin, il y a beaucoup de Cambodgiens qui vivent
dans ce qu'on appelle l'économie informelle. Des hommes qui vont aller tous les matins au marché pour être porteurs et pour voilà, bouger des marchandises, etc. Des familles qui arrivent à acheter une moto, eh ben, on va faire la moto-taxi. Voilà. Où on va faire des livraisons avec la moto, on démonte le siège arrière, on bricole un truc, enfin voilà. Des femmes qui savent faire un peu à manger, qui font de la bouffe et puis qui mettent un petit étal au coin de la rue et qui vont vendre des nouilles ou des je sais pas quoi aux gens qui passent, quoi, etc. Enfin, plein de petites activités. Il y a ceux qui vont se faire embaucher, souvent c'est souvent des femmes, un travail féminin, qui vont se faire embaucher dans les usines textiles. Il y a la base de la construction au Cambodge, c'est les briques, les petites briques en terre. Donc il y a des briqueteries énormes tout autour de Phnom Penh, qui est une ville champignon qui pousse. Moi j'ai connu Phnom Penh quand j'étais en 97, c'était 300 000 habitants. Aujourd'hui elle est à plus de 2 millions. Donc voilà, donc ça pousse partout, il y a une espèce de folie un peu de spéculation immobilière, des fonds qui viennent beaucoup de Chine, etc. Bon, ils font des buildings, il n'y a personne qui les habite, mais c'est de la spéculation. Ils se disent, la ville de Phnom Penh, c'est la capitale, elle va se développer dans 20-30 ans, on est là, on a notre immeuble et ça va nous rapporter, même si ça ne nous rapporte que dans 20 ou 30 ans, quoi. Bon, alors il y a énormément aussi de boulot sur les chantiers de construction, dans les briqueteries. Et puis, mais on peut travailler dans une briqueterie quand on a 12-13 ans, on peut commencer à travailler dans une usine ou dans une briqueterie, quoi. Officiellement, non, le travail des mineurs est interdit, mais enfin. Oui, la réalité, c'est que quand ils n'ont pas de papier, on les embauche tout de même. Voilà. Et alors, nous, en tant que Français, qui tout à l'heure, vous le disiez, dans nos vêtements, sur nos chaussures, il peut y avoir écrit Made in Cambodge. Quel positionnement vous aviez peut-être avant de voir que des enfants y travaillaient, et puis maintenant que vous savez que ils sont embauchés et qu'ils ont parfois un faible salaire? C'est une question qui est vraiment compliquée. Pendant nombreuses années, le Cambodge bénéficiait d'un accord au niveau de l'Union européenne qui s'appelle Tout sauf les armes. C'est-à-dire que c'est pour des pays en voie de développement, l'Union européenne accorde le droit d'importer des marchandises de ces pays-là sans taxe, sans droit de douane. Et le Cambodge faisait partie des pays qui avaient le droit d'exporter de la marchandise vers l'Europe. Alors du riz, production agricole et puis production de biens manufacturés sans taxe. Donc ce qui était bien pour eux. Et puis pour nous, le consommateur aussi, parce que du coup c'était des faibles coûts. Voilà. Je faisais la comparaison. Un des riz qui est cambodgien, qui est consommé en France, c'est une variété qui s'appelle le K-Malis. Il y a une marque qui vend ce riz-là, qui a été élu le meilleur riz du monde pendant 3 ou 4 années de suite. Donc il est vendu en France. Alors, sauf qu'en France, le riz, on l'achète en paquet de 500 grammes. Au Cambodge, les familles ordinairement achètent le riz en paquet de 50 kilos. Oui. Et le paquet de 500 grammes vendu en France, pour le même prix, on peut acheter un sac de 30 kilos au Cambodge. Donc ça donne une idée des frais et de la marge que peuvent prendre. Bon. Mais bon, exporter pour eux, alors ils exportent évidemment beaucoup dans les pays voisins, mais les biens manufacturés, c'était une belle opportunité pour eux d'exporter vers l'Europe. Et puis l'Europe a dit, on va exclure de cet accord tous les pays qui ne respectent pas les règles de l'état de droit, les règles de la démocratie. Alors il se trouve que le Cambodge est officiellement une démocratie, mais on a un Premier ministre, Hun Sen, qui a été au pouvoir pendant une trentaine d'années, et qui vient de quitter le pouvoir, et le nouveau Premier ministre, c'est son fils. D'accord. Donc ça laisse bien montrer que, voilà, en gros, il y a un parti politique qui tient le pays. Il y a des élections Il y a des élections, mais là, les 2 dernières élections législatives, le principal parti d'opposition a été interdit par le parti en place. Ça laisse plus de chances pour voilà, gagner. Hein. C'est facile de gagner quand vous supprimez toute concurrence. Donc voilà, l'Union européenne a dit, le Cambodge, objectivement, il y a un problème sur les libertés publiques, sur la liberté de la presse. C'est-à-dire que, évidemment, l'État contrôle tous les médias publics, et le premier groupe de médias privés appartient à la famille du Premier ministre.
C'est pareil. Imaginons-nous que, je ne sais pas, le TF1 et M6, enfin tous les groupes appartiennent à Emmanuel Macron. Oui. On pourrait s'interroger sur, sur Sur ce qui est dit. l'objectivité des médias. Donc, voilà, l'Union européenne a dit, donc, on exclut le Cambodge de ce dispositif, et donc, on rétablit des droits de douane. Eh bien, il y a eu une chute des exportations. Certains industriels, beaucoup des industries au Cambodge sont dirigées par des Chinois. Eh ben, ils sont juste partis. On a des directeurs d'usines, des entreprises qui ont mis la clé sous la porte du jour au lendemain. Et les pauvres salariés, ils se sont pointés à l'usine, il n'y avait plus personne. Ah, et puis juste, on ne leur avait pas payé leur dernier mois de salaire, quoi. Donc il y a eu un effondrement. Et je veux dire qu'une sanction prise par l'Union européenne contre la famille contre le Premier ministre, lui, il n'en a rien à faire. Oui. Ça n'a aucune conséquence ouais. sur lui. Je crois qu'il y a un proverbe africain qui dit « Quand les éléphants se battent, c'est les fourmis qui sont écrasées. » Et voilà, typiquement, c'est-à-dire que, ah oui, on va mettre des sanctions, regardez, nous, l'Union européenne, on respecte l'état de droit, et les États qui ne le respectent pas, on les sanctionne. On sanctionne qui? On sanctionne les pauvres. Là, oui, on peut comprendre que pour un certain nombre de biens, et pour le bien de la France, enfin, on achète français, etc. Il est pas illogique d'avoir envie de manger des fruits et légumes qui n'ont pas fait la moitié du tour du monde avant d'arriver dans notre assiette, quoi, évidemment. Mais il ne faut pas oublier non plus que quand j'achète des produits fabriqués à l'étranger, si la marque qui me les vend arrive aussi à me garantir qu'ils sont fabriqués dans des conditions qui respectent quand même les droits humains, eh ben, je contribue à aider. Il vaut mieux faire travailler des ouvriers cambodgiens que de faire la charité. Voilà, c'est quand même mieux. C'est pour l'autonomie aussi. Voilà. Moi, je préférais payer une dame à faire le ménage autour de l'église, parce qu'en plus, je savais que sa famille elle avait bien besoin d'un petit complément, voilà, plutôt que juste qu'elle fasse rien, mais que je lui donne une aide. Vous la considérez aussi, quand c'est comme ça, comme quelqu'un qui est digne de travailler. Elle recevait un salaire, pas une aide. Voilà. Et c'est ça aussi dans notre rapport avec la mondialisation. C'est-à-dire que, on a des pays qui se développent grâce à la mondialisation. Donc, après, il faut voir dans quelles conditions, effectivement, on les fait travailler. Et bien vérifier qu'on ne va pas forcer des enfants à travailler, mais que des femmes enceintes puissent avoir le repos nécessaire pour que leur grossesse se passe bien, etc. Le Cambodge, je parle des femmes enceintes, mais parce que le Cambodge a un taux de mortalité infantile qui est celui qu'on avait en France dans les années 45-50. Et donc, voilà, comme quand on fait un peu de généalogie en France, quand on regarde notre arbre généalogique, nos ancêtres, enfin voilà, on voit que dans les générations passées, combien de femmes avaient des enfants, puis il y en avait qui mouraient jeunes, etc. Maintenant, beaucoup moins, heureusement. Mais quand on regarde dans les familles cambodgiennes, il y a peu de femmes aujourd'hui qui soient en âge d'avoir des enfants et qui n'en ont pas déjà perdu un ou deux. Et c'est pas parce qu'elles n'ont pas accès aux soins, parce qu'il faut bosser, parce que voilà. Nous, on voit bien une femme enceinte aujourd'hui qui va avoir un problème de santé, elle va avoir droit à un congé pour se reposer, pour que son enfant il puisse grandir comme il faut dans son ventre, quoi. Mais quand vous avez besoin de bosser, quand de toute façon, si je bosse pas, je n'ai pas de sous. Voilà. Donc on voit bien que les Cambodgiens, les habitants du Cambodge, alors, sont pris dans une réalité économique où en fait il y a une urgence d'aller travailler tous les jours et tout ça. Et donc, malgré cette urgence, ils laissent quand même une grande place à leur foi et à leur vie spirituelle. Est-ce que vous avez remarqué que dans leur dévotion, il y a quelque chose de la misère qu'ils peuvent parfois vivre qui s'en dégage, ou en fait, c'est de la joie qui se dégage Alors, ce qui est très... comment dire ce que j'ai vu
on comprend beaucoup de choses, ou on interprète beaucoup de choses en comparant. Hein. Ce que je considère moi comme étant des situations de détresse, de pauvreté, etc., on n'a pas le même référentiel. Hein. Donc, une famille qui peut au Cambodge se considérer comme plutôt à l'aise, moi si je la regarde avec mes yeux d'Européen, de Français, je peux considérer qu'elle est pauvre. Hein. Parce que si je rentre dans la maison et que je vois que par terre c'est du béton brut, que les murs c'est du béton, que la toiture c'est de la tôle, eux ils peuvent être très fiers de leur maison, parce qu'en plus quand il pleut pas à l'intérieur, enfin voilà, c'est vraiment très basique. Hein. On a une maison où il pleut pas dedans, quoi. C'est une belle maison. Et moi je regarde ça, je me dis ça on dirait un bidonville, quoi. Mais pas pour eux, c'est une maison. Alors ouais, il faut toujours se méfier de notre une petite dame âgée, je vais la voir parce qu'elle avait demandé elle pouvait pas, elle pouvait pas sortir de chez elle, donc je vais lui porter la communion, célébrer le sacrement du pardon. Puis je vois sa maison, puis je voyais que dans un coin il y avait, l'eau tombait dedans, quoi. Alors j'en reparle avec le comité, avec l'équipe pastorale, enfin disant mais cette grand-mère, il faudrait qu'on fasse quelque chose quand même. Ses enfants ils sont où, est-ce qu'ils peuvent pas l'aider, voilà. Et puis, il se trouve que ses enfants, non, c'était pas possible. Donc, et puis j'ai dit, du coup, alors, combien il faudrait pour lui refaire une maison correcte, quoi. Et j'ai dit, mais voilà, si vous deviez si on devait refaire sa maison, ça devrait coûter combien? Il me dit, et il revient, le monsieur qui s'occupait de ça, il me revient, il dit, $500. Donc un peu moins de 500 € pour faire une maison. Je dis, si c'est que ça, on y va, quoi. Elle mérite quand même d'avoir une maison. On était à quelques mois de la saison des pluies, et je voyais bien que ça allait pas aller, quoi. Donc on lui a refait une maison, mais des maisons, chez nous ce serait à peine un hangar, c'est-à-dire c'est des poteaux en alu avec des tôles, et puis on leur fait un bloc sanitaire en béton avec des vraies toilettes, une douche comme il faut, etc. Mais le reste de la maison c'est de la tôle. Mais pour elle c'était... Et du coup, ses enfants, on voyait une de ses petites filles est venue habiter avec elle. Ça lui permettait à la petite fille d'aller à l'école, dans une meilleure école, etc. Bon. Mais pour 500 €, pour 500 $, on lui refait une maison, quoi. Et j'aurais été moi, j'aurais pris la décision de dire, bon, alors, je décide qu'on va lui faire une maison. J'aurais jamais osé lui proposer une maison de 500 $, quoi. Mais eux, dans le village, sa maison ne fait pas tâche du tout avec les maisons autour. Oui. Donc voilà, question de la comparaison. Alors quand ils vont, on n'est pas dans le cœur des gens ni dans la prière des gens, je ne sais pas pourquoi ils prient. Je sais que ils demandent beaucoup, surtout les Vietnamiens demandent beaucoup de messes pour leurs défunts. Il y a une grande importance qui est consacrée à la prière pour les défunts, pour les âmes du purgatoire, etc. Ils ont une grande dévotion mariale aussi. Alors, il se trouve que la paroisse où j'étais est un sanctuaire marial, la paroisse d'Areixat, puisque 2 statues de la Vierge Marie ont été retrouvées dans le Mékong par des pêcheurs qu'ils ont accrochées. Donc des statues qui ont été fabriquées en France dans les années 1920-1930. On ne sait pas vraiment pourquoi elles ont été jetées à l'eau, sans doute au moment des guerres entre le génocide, etc. Mais il se trouve qu'elles ont été retrouvées à proximité de cette paroisse. Et donc elles sont maintenant installées. Donc il y a une statue de Notre-Dame de Lourdes, et puis une statue d'une Vierge à l'Enfant qui est Notre-Dame de la Providence, qui était la statue qu'il y a une congrégation des Sœurs de la Providence au Vietnam et au Cambodge, qui avait ce modèle de statue dans ses couvents. Voilà. Et donc on a une grande statue qui fait un peu plus que taille réelle, qui est scellée devant l'église. Et les gens viennent devant, prier, on est beaucoup de piété populaire, c'est-à-dire que j'ai mal au dos, je vais venir prier Marie et puis je vais toucher la statue là où j'ai mal. Alors, bon, avec notre esprit cartésien d'Européens, on dit c'est de la superstition. Je ne suis pas là pour juger la foi des gens. Mais une des images que je retiens sur ces 5 ans, j'étais devant l'église en train de parler avec quelqu'un, puis je vois une petite gamine, 6-7 ans, qui arrive, qui me salue, puis qui va vers la statue, et qui fait un câlin à la statue. Et c'est une gamine de 6-7 ans, quoi.
Puis qui est resté, mais longtemps, en train d'embrasser Marie. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur, dans son âme? Et puis elle est repartie. Mais en tout cas, en sautillant. physiquement, il y a une expérience qui se voit. Ouais. Et forcément, nous, en tant que catholiques, ou peut-être que parfois on a tendance à vivre notre foi un petit peu cachée, forcément que vous, ça a dû vous... Alors, ce qui est particulier, on a beaucoup au Cambodge, il y a beaucoup de communautés chrétiennes où finalement, quand on est très minoritaire, les chrétiens ont un peu tendance à habiter ensemble, les uns à côté des autres. Voilà. Alors, il faut faire attention à ne pas tomber dans une logique de ghetto, mais le village où j'étais, où je résidais, on peut dire que peut-être 80% des habitants de la rue qui étaient devant l'église étaient catholiques. Donc pas de problème pour faire des processions, pendant le Covid par exemple, on a eu... Alors le Cambodge a été très strict au niveau des mesures anti-Covid, pas de confinement, mais on n'a pas pu avoir de culte dans les églises, on n'a pas pu faire de caté, les écoles ont été fermées pendant 2 ans. Alors, moi, là, quand vous dites pas de confinement, je pense qu'il faut se souvenir qu'en fait, s'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de... Voilà, c'est-à-dire que c'est ce que j'avais expliqué, c'est-à-dire que honnêtement, le confinement au Cambodge aurait été impossible. Oui. Parce que, d'une part, voilà, pas de travail, tu vas pas travailler, tu n'es pas payé. Et puis, deuxièmement, la quasi-totalité des familles, on va au marché tous les jours ou tous les 2 jours pour acheter la nourriture. Pas de congélateur, pas de ceci, pas de cela. Vous ne pouvez pas confiner les gens, au bout de 3 jours, ils meurent de faim, quoi. Donc, il y a toujours le sac de riz qui est là, mais manger que du riz... bon. Donc, je me souviens le dimanche des Rameaux, un des dimanches des Rameaux par exemple, on avait fait passer le message que j'allais célébrer la messe à l'église. J'avais pas le droit d'avoir plus de 15 personnes avec moi pour dire la messe. Et puis après, les gens avaient leurs rameaux, étaient sur le pas de leur porte avec leurs rameaux. Et dans tout le village, je suis allé bénir tout le monde sur le pas de leur porte. Ou le 15 août, pareil, hein, 15 août, on a fait une procession avec la statue de Marie dans le village, et les gens on passait devant les gens, étaient sur le pas de leur porte pour prier et chanter. Donc, ils sont très minoritaires, et forcément, quand on est très minoritaire, ça resserre les liens. Enfin, on est beaucoup plus solidaires, parce que d'autant plus chez les Vietnamiens, qui sont à la fois minoritaires en termes de religion, et minoritaires en termes d'ethnicité. Enfin, voilà. Donc, chez les Khmers catholiques, là, c'est vraiment différent parce dans le village, ils sont dispatchés dans le village, au milieu des bouddhistes. Quand on fait la fête de Noël, après la messe, on fait souvent une fête. Soit on va faire une tombola, où les jeunes vont avoir préparé du théâtre ou des sketchs. Tous les bouddhistes sont là. Et ils sont ravis. Donc on en profite pour parler de Jésus un petit peu, présenter là. Mais les frères de la salle avec leur école, dans leur école, ils ont au moins la moitié qui sont pas des catholiques. Je pense même plus de la moitié. Donc on vit au milieu des gens. Il y a une bonne intelligence entre les catholiques. Les différentes religions au Cambodge vivent plutôt bien les unes avec les autres. On a beaucoup de mariages, comme je disais tout à l'heure, mixtes, bouddhistes, catholiques. Il y a très peu de mariages mixtes avec les musulmans. Les musulmans, ils sont suffisamment nombreux, si j'ose dire, pour pouvoir se marier entre eux. Et puis, voilà, dans la religion musulmane, c'est quand même très compliqué ceux qui s'y intéressent notent quand même une plus grande rigueur. Enfin, dans l'islam du Cambodge, ça se resserre un peu, visiblement. On voit arriver de plus en plus de voiles. Avant, traditionnellement, les musulmanes cambodgiennes portaient juste un léger foulard sur la tête. Et là, ça se referme, quoi. Bon. Mais en tout cas, avec les bouddhistes, pas de souci. Alors, vous avez vécu votre ministère au Cambodge avec bonne intelligence. Et puis, vous êtes rentré en France. Oui. Vous avez contacté en fait l'évêque au moment où il a été appelé pour devenir évêque de Perpignan-Elne. En reconnaissant que notre diocèse avait besoin d'un coup de pouce. C'est ça, c'est dans la conversation, c'est-à-dire que j'ai bien vu, c'était quand même, tout le monde a été surpris,
de voir, alors pas surpris de voir le père Meyer devenir évêque, enfin voilà, mais de dire, tiens, bon, ben voilà, père Meyer part comme évêque, ok. Et puis 6 mois après, enfin un peu plus de 6 mois après, ah, monseigneur Scherrer s'en va aussi. Donc c'est vrai que par WhatsApp, j'étais régulièrement en contact avec monseigneur Scherrer. Donc je l'ai recontacté en disant, bah, félicitations, mais j'imagine que ça doit être bien compliqué de voir partir, parce que j'avais bien vu qu'après le départ de monseigneur, on peut dire monseigneur Meyer maintenant, bah, vicaire général, en fait, ça s'était réparti autrement, les charges, etc. Et donc, voilà, j'avais ouvert la porte en disant, bah, monseigneur, si vous pensez que ça peut être une bonne idée que j'anticipe mon retour parce qu'il y a besoin, ok, voilà, on peut l'envisager, quoi. Donc le conseil épiscopal a dit que c'était une bonne idée. Et puis voilà, j'en ai reparlé avec l'évêque là-bas, qui n'a pas sauté de joie, mais qui a compris aussi, parce que en plus ça intervenait au moment où on savait qu'en septembre 2023, il allait ordonner 3 nouveaux prêtres. Donc je me disais, bah, moi je m'en vais, mais bon, il y en a 3 nouveaux qui vont être ordonnés, donc... et puis là, en janvier, il doit y avoir un nouveau prêtre des missions étrangères qui doit arriver au Cambodge aussi, je crois. Enfin voilà, je voyais que les perspectives pour le Cambodge étaient un peu moins inquiétantes que pour le diocèse de Laval. Donc bah voilà, il a été convenu que je rentrerai pour assister l'administrateur diocésain pendant la durée, enfin voilà, parce c'était évident que quel que soit le prêtre qui allait être élu administrateur diocésain, il était déjà forcément curé de paroisse, voire de plusieurs paroisses, etc. Et que sa charge allait être lourde. Et j'avais juste demandé de pouvoir rester jusqu'à l'ordination des 3 prêtres. Alors, en me disant, si jamais il y a l'un d'eux qui est nommé en plus sur ma paroisse, on peut faire un petit tuilage rapide. Voilà. Donc ça s'est fait. Après, on a appris que c'était le père Fouché qui était élu. Et donc, j'allais l'assister sur le secteur de la Mayenne angevine. Et puis, il se trouve que comme il n'y avait plus de place au presbytère de Château-Gontier, je lui ai dit, écoute, moi j'ai une maison, puisque je suis originaire de Quelen, mes parents habitent à Quelen. Et donc, pour les mois voilà, je suis en ministère, j'ai mon bureau à la maison paroissiale de Quelen, et j'habite chez moi, j'habite chez mes parents. Voilà. Et donc vous réapprenez Ouais. le paysage mayennais et puis la vie du diocèse. Est-ce que c'est une joie ou est-ce que parfois vous vous dites quand même, au Cambodge, il y a une partie de moi qui est restée? Il y a une partie de moi qui est au Cambodge depuis 99. C'est-à-dire que quand j'ai dit à mes proches que j'allais repartir au Cambodge comme prêtre fidei donum, j'ai quelqu'un de ma famille qui m'a dit, on ne savait pas quand ce serait, mais on savait que ça arriverait. Même si je n'avais pas forcément dit ce que j'avais écrit à monseigneur Maillard. Donc voilà, il savait bien que et encore aujourd'hui, enfin, j'ai une partie de moi qui est au Cambodge, parce que c'est ce que j'ai vécu au Cambodge, je dis toujours, j'ai vu au Cambodge le plus sublime et le plus dégueulasse de l'humanité. Voilà, j'ai vu des choses et j'ai côtoyé des choses au Cambodge qui m'ont vraiment profondément marqué, à la fois dans l'extraordinaire, dans la beauté, dans la chaleur, pas la chaleur, pas juste le climat, mais voilà, et puis dans la noirceur de la misère et voilà. Donc il y a une partie de moi qui est toujours là-bas, et qui sera toujours là-bas. Mais je retrouve la France, oui. C'est-à-dire que si on passe son temps, on peut passer son temps à regarder le champ d'à côté et se dire, là c'est... Oui, objectivement, il y a des choses qui étaient plus faciles ou plus meilleures, enfin, qui étaient mieux au Cambodge qu'en France. Et il y a plein de choses qui sont bien mieux en France qu'au Cambodge. Donc, voilà, moi, c'est moi qui ai ouvert la porte en plus pour rentrer plus tôt. De toute façon, je serai de toute façon rentré au plus tard en septembre 2024. Donc, je suis heureux d'avoir pu vivre ça. Je suis heureux d'être rentré. Quand j'étais au Cambodge, il y avait plein de choses de la France qui me manquaient. Et ici, il y a plein de choses du Cambodge qui me manquent. Mais
l'avantage de vivre au XXIe siècle, c'est que je sais que je pourrais y retourner. Plus comme prêtre fidèle de nous, c'est pas un projet, mais voilà, je vais y retourner. J'ai un des jeunes de l'une de mes paroisses là qui rentre en propédeutique. Donc, et je le savais, enfin, il m'en avait parlé, on avait échangé là-dessus. Je serais extrêmement heureux de pouvoir être à son ordination s'il va jusqu'au bout. Voilà, il y a une église qui est en construction là, sur le secteur où j'étais. Ben, j'aimerais bien que dans un an ou deux, quand elle sera terminée, je vais pouvoir être à son consécration. Donc voilà, j'ai la moitié de mes amis Facebook qui sont des Cambodgiens. Et donc, très régulièrement, j'ai des messages. Là, j'en ai plein qui m'ont souhaité la bonne année. Enfin voilà, le lien, il est là, il sera toujours là. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup pour notre échange et puis pour votre vie au service de l'Église universelle. Merci beaucoup. On vous laisse nous abonner à notre chaîne pour suivre toutes nos émissions IBO. À bientôt.